Depuis près de 70 ans, l'Europe nous protège et nous unit. Aujourd'hui encore, et plus que jamais, elle est le fondement de notre identité, de nos valeurs et de notre histoire. Nous avons tous un devoir d'Europe, à commencer par celui d'en parler. Parce que l'Europe, c'est quoi? Ce sont d'abord des valeurs. C'est peut-être une culture, je dirais même une civilisation. Le projet d'aujourd'hui, c'est que les Européens ne veulent absolument pas renoncer à ce que sont les sociétés européennes. L'Europe, ça reste la première puissance économique du monde, ça reste la première puissance commerciale, 25% du PIB mondial, le premier marché de consommation du monde, devant la Chine, devant les États-Unis. Je crois qu'une des choses dont on a vraiment besoin, c'est de parler de l'Europe. Je crois que nous, Européens, avons une angoisse identitaire. Être Européen, pendant des siècles, c'était être le centre du monde et même dominer le monde. L'Europe est à nouveau, et plus que jamais, une évidence. Nous sommes un endroit unique au monde. Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux. Le thème principal de la journée est celui de l'identité européenne. Le fond du sujet traitera donc de ce sujet et lors de cette conférence, il s'agira spécifiquement de savoir si l'Europe économique peut être envisagée comme le vecteur d'une identité européenne globale, identité qui aujourd'hui fait l'objet de nombreux débats. Nous interrogerons tout d'abord sur les problèmes rencontrés à la fois par l'Europe économique et la notion d'identité européenne. Puis nous verrons dans quelle mesure ces deux notions s'articulent et comment elles interagissent entre elles. Donc nous allons premièrement dresser le portrait de nos trois invités, puis ensuite procéder à un débat, une table ronde tous les cinq et avec vous ensuite le public durant une vingtaine de minutes dans un jeu de questions-réponses public et invité. Merci Marie. Donc tout d'abord le portrait dressé de manière très, très succincte de M. Michel Aglietta, économiste reconnu. Vous êtes entre autres spécialiste des questions monétaires et financières, actuellement professeur à HEC et à Paris 10, mais aussi conseiller scientifique au CEPI. Nombre de vos travaux, et notamment les plus récents, portent sur l'Europe. À ce propos, vous portez une vision affirmée que l'on peut retrouver dans certains de vos travaux les plus récents. En 2012, par exemple, vous publiez ainsi l'ouvrage au titre évocateur « Zone euro, éclatement ou fédération ». Puis en 2014, c'est au tour de Europe, sortir de la crise et inventer l'avenir, d'être publié. Livre dans lequel vous plaidez pour une refonte de la politique économique et sociale européenne au sein d'une Europe de plus en plus fracturée. Ce changement de politique doit selon vous favoriser l'investissement productif tout en étant résolument tourné vers le XXIe siècle et la transition écologique. La finalité semble aussi nécessaire qu'ambitieuse, à savoir celle de réconcilier les peuples européens et sauver leurs projets communs. Une nouvelle fois, merci à vous de nous faire honneur de votre présence. Monsieur Lamy, je vais maintenant dresser votre portrait. Ancien élève d'HEC, de Sciences Po et de l'ENA, de surcroît diplômé en droit, Monsieur Lamy, visiblement, vous aimez les études. Né à Levallois-Perret, en avril 1947, vous choisissez de vous orienter dans la fonction publique, à l'Inspection générale des finances et au Trésor pour commencer votre carrière. C'est ensuite aux côtés de Jacques Delors que vous évoluez, successivement en tant que conseiller du ministre de l'Économie et des Finances, puis comme directeur du cabinet du président de la Commission européenne. En 1999, vous êtes nommé directeur général du Crédit Lyonnais, banque que vous avez contribué à redresser de 1994 jusqu'à sa privatisation. C'est justement suite à cette privatisation que vous rejoignez à nouveau les bancs de l'Europe en tant que commissaire européen en charge du commerce international, ce qui vous permettra à partir de 2005 de devenir directeur général de l'Organisation mondiale du commerce. Aujourd'hui, président émérite de l'Institut Jacques Delors, on ne peut que féliciter votre brillant parcours. Merci d'être parmi nous aujourd'hui.
Enfin, Monsieur Beffa, homme d'affaires passé par Polytechnique, les mines de Paris ou encore Sciences Po, vous entamez votre carrière professionnelle en tant qu'ingénieur au ministère de l'Industrie. C'est ensuite en 1974 que vous entrez à Saint-Gobain, entreprise dans laquelle vous devenez président-directeur général de 86 à 2007. Actuellement président d'honneur de Saint-Gobain ou encore membre de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts, les questions industrielles à l'échelle nationale et européenne font partie de votre expertise. Vous avez ainsi été membre de la table ronde des industriels européens, groupement qui vise à établir un plan de compétitivité industrielle à l'échelle européenne. Plus récemment, vous publiez en 2015 Les clés de la puissance, ouvrage dans lequel vous décrivez la codomination par la Chine et les États-Unis d'un monde régi par de nouvelles règles économiques. Dans ce contexte, seule l'Europe peut actuellement prétendre s'imposer en tant que troisième puissance. Mais pour cela, les décisions économiques européennes doivent être, selon vous, repensées. Une nouvelle fois, merci à vous de nous accorder de votre précieux temps. Donc maintenant, nous allons passer aux questions. Donc, nous allons débuter la table ronde avec la question suivante. Quelle est pour vous la plus grande difficulté que rencontre l'Europe économique aujourd'hui? Même question pour l'identité européenne, et leurs destins sont-ils finalement liés? Libre à vous de répondre à la question. Je ne sais pas si l'un de vous veut se lancer. Bon, si vous voulez, je veux bien me lancer puisque j'ai le micro. Bon, personnellement, ce qui me frappe le plus aujourd'hui, c'est que je trouve que vis-à-vis de l'Europe, il y a un décalage complet avec le fonctionnement européen. Je parle en particulier des institutions européennes et la réalité économique telle qu'elle a changé dans notamment les 10 dernières années. Je m'explique. Pour ma part, en le datant depuis le World Trade Center, pendant très longtemps, c'est là où il y a eu la mutation. Pendant très longtemps, on est allé vers une sorte de vision économique suivant laquelle les entreprises allaient être en concurrence et on allait essayer, dans un certain multilatéralisme, de créer des règles dans lesquelles ces entreprises pourraient jouer leur rôle économique avec des éléments de règles comparables. L'effort notamment de l'organisme qu'a dirigé Pascal Lamy allait tout à fait dans ce sens-là. Moi, je crois qu'on est dans un monde complètement différent. Je pense qu'on n'est désormais plus dans une bataille entre entreprises, on est une bataille entre des États, que ce qui est important, ce sont la façon dont les États vont former des propres champions nationaux et qu'à partir de ces champions nationaux, eux-mêmes, il y aura une liaison étroite entre ces champions-là et les intérêts de l'État qu'ils défendent. Or, toute la vision, et notamment la régulation des entreprises par Bruxelles, qu'il s'agisse de la concurrence, qu'il s'agisse du commerce extérieur, n'a absolument pas intégré cette vision. Je donne qu'un exemple. Actuellement, on essaye de former un champion européen dans le domaine des transports ferroviaires, qui lui-même sera extrêmement faible quand on le compare aux champions que les Chinois, par fusion de leurs deux leaders, ont constitués. La Commission de Bruxelles commence à se demander si le consommateur européen va bien protéger. On est en train de continuer comme ça, où on va être extrêmement protégé, mais ce sont toutes les entreprises étrangères qui vont dominer. Je crois que le problème n'est pas là. Je crois que le problème, c'est qu'il faut d'abord que chaque État se pose la question des domaines dans lesquels il peut exceller. Je crois qu'il ne faut pas céder aux modes. Je ne suis pas convaincu qu'on sera vraiment bon en Europe pour exceller dans les domaines dans lesquels excellent les Américains et les Chinois, ne serait-ce par exemple que l'intelligence artificielle, même si on peut apporter des éléments intéressants, et qu'il faudrait repartir du point de départ. Quels sont les avantages comparatifs des entreprises de chacun des États, compte tenu du contexte de chaque État, et à partir de ça, voir si la réunion de cet ensemble peut former des points communs pour une action commune européenne, sachant que d'abord, il faut le définir uniquement dans les États qui comptent, c'est-à-dire la France, l'Allemagne, ou plutôt dans l'ordre l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie, et qu'il faut s'arrêter là si on veut commencer à rebâtir véritablement ce qui serait une politique efficace. Donc en un mot, nous sommes aujourd'hui dans un système institutionnel totalement inadapté à la concurrence mondiale telle qu'elle est en train d'exister. Monsieur Lamy, est-ce que vous souhaiteriez répondre? Bon, je commenterai bien entendu ce point. Jean-Louis Beffa et moi débattons depuis à peu près 25 ans. Et
je l'ai toujours entendu dire, du mal des institutions européennes. Bon, ça tombe mal parce que moi, j'ai plutôt pas mal d'œufs dans ce panier-là, donc on va reprendre une partie de ce débat, mais merci d'avoir clarifié ta position, qui est que l'Europe c'est bien, sauf les institutions qui la gouvernent, quoi, en gros. Alors, moi, je voudrais revenir un instant sur le point de départ de votre questionnement, qui me paraît tout à fait fondé, à un moment où l'Union européenne est traversée d'un certain nombre de tensions. J'hésite à parler de crise, parce que sinon on parle de crise tout le temps, et on ne sait plus ce que c'est qu'une crise. Aglietta, lui, sait ce que c'est qu'une crise, parce que c'est un vrai économiste. Le point de départ, qui est, est-ce que l'Union a une identité ? Et est-ce que cette identité est économique et très, encore une fois, très fondée, parce que on voit bien à l'approche des élections européennes de l'année prochaine, la question de savoir ce que sont les valeurs européennes se pose. Pour la première fois depuis longtemps, on a des États membres de l'Union qui disent « Oh là, ce qu'il y a dans les traités, là, ça nous a été imposé quand on a adhéré à l'Union. On n'avait pas le choix, le mur tombait. Il n'y avait pas d'autre solution, c'était ça qu'on voulait. Donc vous nous avez absorbés, sans d'ailleurs vraie négociation. Il n'y a pas plus d'ailleurs de négociation d'adhésion qu'il n'y a de négociation de sortie, comme le montre l'exemple du Brexit. Donc ce problème se pose. Alors je vais répondre par une affirmation que je vais nuancer ensuite, mais mon affirmation, j'y réfléchi depuis longtemps, c'est qu'une économie ne fait pas une identité. Une économie, un processus d'intégration économique comme l'est l'Union européenne, qui est un processus d'intégration économique qui était assez original quand on l'a inventé dans les années 60, qui ne l'est plus du tout aujourd'hui dans un monde qui se globalise. L'Union européenne ne se distingue pas du reste du monde par le fait qu'elle s'intègre économiquement, sauf par le fait qu'elle s'intègre économiquement de manière plus dense que d'autres zones, que l'Asie, que l'Amérique du Nord, pour prendre ces deux exemples. Mais une économie, ce n'est pas une identité, c'est une trame. Mais quand vous voyez un tissu, vous ne voyez pas la trame. Vous voyez ses couleurs, vous voyez ses dessins, vous voyez ses motifs. Ce qui fait l'identité, c'est les couleurs, les dessins, le motif. Ce n'est pas l'économie qui fait l'identité, c'est la société. Et c'est la société qui a ses couleurs. Et c'est ça qui fait une identité. Et donc, l'identité n'est pas économique. Et d'ailleurs, de ce point de vue, je considère, et je le dis très volontiers, parce que je n'ai pas toujours été de cet avis, que les pères fondateurs se sont gourés. Les Monnet, Schuman, Gasperi, et Dieu sait que j'ai une immense admiration et un immense respect pour ce qu'ils ont fait, car s'ils ne l'avaient pas fait à l'époque, il faudrait le faire aujourd'hui. Ils se sont gourés quand ils ont pensé que l'intégration économique allait naturellement, automatiquement, produire de l'intégration politique. Ils n'ont pas compris qu'il y a une barrière des espèces entre le consommateur ou le travailleur, l'homo economicus, et puis le citoyen. Et cette barrière des espèces, c'est la barrière des espèces qui sépare la raison de la passion. L'intégration économique, c'est une affaire de raison. 2 et 2, ça fait 4 partout. Les économies d'échelle, ça marche partout dans un système de capitalisme de marché. On a intérêt à faire des économies d'échelle. On a intérêt à agrandir les marchés parce que ça produit des tas d'effets d'efficience. Ça se fait parfois dans la douleur, mais ça, on le sait depuis longtemps, ça, c'est pas nouveau. Mais la constitution d'un espace politique, ça ne se fait pas par juste de l'intégration économique. Ça se fait par un effort d'imagination, c'est un sentiment, c'est une appartenance. Le consommateur n'a pas d'appartenance au marché intérieur européen. Il y a un marché intérieur européen et le consommateur est très content qu'il y ait un marché intérieur européen et ça a créé des tas d'emplois et ça continue à en créer dans un certain nombre de domaines. Ça en détruit, mais ça en crée aussi. Mais
le consommateur n'a pas de sentiment d'appartenance. Le marché intérieur, l'intégration économique peut fonctionner très bien, un travailleur ou un consommateur peut trouver ça très bien, mais il ne va pas pour autant se sentir membre d'une communauté qui est cette communauté européenne, alors que le sentiment d'appartenance à la communauté nationale, voire régionale, voire locale dans un certain nombre de pays, lui est très fort. Donc, il y a une dichotomie d'ordre anthropologique entre l'intégration économique et l'intégration politique. Et l'intégration politique, c'est une affaire d'identité. Alors, je nuance, et puis je contre-nuancerai en 2 phrases. Je nuance parce que ça n'est pas tout à fait vrai que ça ne produit pas du tout d'intégration politique. La trame a un bout de couleur. Et si on en veut un exemple récent, c'est l'affaire de la Grèce. Hein, si la Grèce n'est pas sortie de l'Union, ce n'est pas pour des raisons économiques. Pour des raisons économiques, elle devait sortir de l'Union. Pour des raisons politiques, elle n'est pas sortie. Voilà. Et donc, et il est vrai que l'euro, qui est un assez bon exemple de ça, c'est un signe d'intégration économique très fort. Mais si vous avez, ce que j'espère pour vous, des billets d'euros dans vos poches, vous allez regarder ces billets d'euros, là-dedans, il y a 0 émotion. Hein, il y a 0 narratif, il y a 0 appel à l'histoire, il y a 0 portrait de grand homme ou de grande femme, il y a des trucs abstraits. Ce sont des billets frigides. Hein, et ça c'est le cœur de la question. Mais c'est vrai que ce n'est pas tout à fait faux que l'euro a fini par créer une certaine réalité politique. Et d'ailleurs, si on demande aux Européens de définir ce qu'ils sont, comment vous appelez-vous, vous, Européens? La réponse est dans les traités. Nous nous appelons économie sociale de marché. C'est très faible du point de vue émotionnel. Si je vais à la télé et que je dis, mesdames, messieurs, n'est-ce pas que vous êtes fiers d'appartenir ensemble à une économie sociale de marché? On dit, d'abord, la plupart ne vont pas savoir ce que ça veut dire du tout. Donc, je prends ce point parce qu'au fond, si on doit parler de l'identité européenne, et ça a été mon expérience, moi j'ai passé 15 ans de ma vie à Bruxelles à me demander ce que c'était que l'identité européenne. Hein. Quand je suis sorti de Bruxelles pour aller à l'OMC, j'ai compris en 6 mois ce que c'était. Hein. L'identité européenne, elle est obscure dans les yeux des Européens, elle est très claire dans les yeux des non-Européens. Elle tient en un mot dans les yeux des non-Européens, et puis en une phrase, parce qu'un mot, ça ne suffit pas toujours. Si on leur dit, pour vous, l'Europe, c'est quoi? Ils disent, c'est le bonheur. Parce qu'ils regardent la planète, ils comparent, et ils disent, il y a un endroit de cette planète où on vit plus heureux ou moins malheureux qu'ailleurs, c'est en Europe. Hein, parce qu'on est moins tolérant aux inégalités, parce qu'on a un accès, on a des démocraties, on a des systèmes d'économie de marché, on a des systèmes de solidarité sociale, on a un accès à la culture qui est un peu mieux réparti que dans les autres endroits de la planète. Et c'est ça qu'ils vont vous dire si vous demandez, mais qu'est-ce que ça veut dire que d'être plus heureux ou moins malheureux qu'ailleurs? Et là, je crois qu'il faut les écouter. Hein, quand on n'est pas très sûr de son identité, il faut demander aux autres. Hein. Jean-Paul Sartre disait très bien, l'identité, c'est le croisement de 2 regards, celui que vous portez sur vous-même et celui que vous interprétez être le regard des autres sur vous. La solution, elle est plutôt de ce côté-là. Merci beaucoup, Monsieur Lamy. Je vais laisser la parole dans un instant peut-être à Michel Aglietta pour cette prochaine question. Non, mais je voudrais parler sur cette question. Sur cette question, je vous laisse la parole. Je vous en prie. Oui. Je vous en prie, je vous laisse la parole. Bon, alors moi, parce que j'ai pas mal de points communs avec, même beaucoup, avec Pascal Lamy, sur le fait que l'économie n'est pas capable de faire identité. Identité, ça ne peut être qu'un projet de civilisation, c'est-à-dire faire unité dans la diversité. Et malheureusement, le seul livre que vous n'avez pas cité, c'est le plus important, la double démocratie. L'identité européenne ne sera pas fédérale. Il faut pouvoir englober de manière dialectique
les identités nationales est quelque chose qui est indispensable pour tous les pays à la fois, et c'est ça qu'on pourrait appeler identité européenne. On verra tout à l'heure par quel principe et quelle évolution on peut le faire. Mais je reviens quand même sur le piège de la notion d'identité économique. C'est un piège qui est bien connu, qu'on appelle le néo-fonctionnalisme, et que vous avez surtout vu à partir des années 1980. Pour moi, la rupture, elle est dans les années 80, c'est-à-dire qu'à la suite de la grande crise inflationniste des années 70 et son mode de résolution, la prépondérance a été un changement très profond du régime économique et qui a été l'arrivée d'une domination anglo-saxonne, on va le dire, avec Thatcher et Reagan en même temps, et l'arrivée de ce qu'on appelait le néolibéralisme. L'Europe n'était absolument pas prête au choc du néolibéralisme, puisque la manière dont s'était fait l'intégration, et c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, dans les années après le traité de Rome, ça a été ce qu'on appelait la méthode communautaire, qui était une méthode des petits pas. C'est-à-dire on cherchait à créer de l'intégration en essayant dans des secteurs, les uns puis les autres, etc. On regardait si ça avançait, et on avançait progressivement. Et cette méthode des petits pas était quand même... L'idée de Jean Monnet était quand même... je vous rappelle quand même que l'idée de Jean Monnet, c'était, nous voulons, au départ, nous voulons unir des peuples et pas des États. Mais la difficulté, c'est qu'on n'a pas réussi, si vous voulez. Et on n'a pas réussi, pourquoi? Parce qu'on a séparé l'économique et le social, complètement. La manière, et alors après, ça s'est accentué beaucoup dans les années 80. C'est-à-dire que comment l'Europe se fait à partir de l'arrivée du néolibéralisme? Elle se fait par le droit. Elle se fait par la domination d'un droit qui est le droit européen sur les droits nationaux. Elle se fait par la domination de la Cour de justice européenne sur les cours de justice nationales. Et c'est là qu'est le gros problème. Parce que porte le droit européen? Une seule chose, la libre circulation. Il est absolument uninominal, un seul principe, et ce principe est totalement horizontal. Il se heurte à la verticalité même de la notion du politique. C'est-à-dire, il se heurte au fait que les droits nationaux sont la formalisation dans un ordre constitutionnel de l'identité nationale, justement. C'est la différence. Les droits nationaux portent une identité qui se trouve dans le développement des cultures de chaque nation et qui est formalisée dans la Constitution. Et donc, l'État est en quelque sorte ce qui est l'institution qui synthétise en quelque sorte tout l'ordre constitutionnel et donc toute l'identité nationale. Là, c'est complètement opposé. Et donc, ça détruit progressivement les identités nationales. Au fur et à mesure que se développe le droit européen, il empêche, disons, des services publics de se faire, il empêche l'État d'intervenir dans le domaine, disons, des relations entre les entreprises, il empêche tout systématiquement. Donc, ce qui s'est passé avec ce développement du droit européen à partir des années 80, ça a été une détérioration de la capacité des nations de faire société eux-mêmes. D'où l'opposition qu'il y a entre les sociétés et leurs États. Enfin, disons que c'est quand même, ça va ensemble. En même temps que l'Europe est devenue une Europe totalement juridique, de plus en plus juridique, eh bien, elle est une Europe dans laquelle les États perdent leur substance. C'est ça qu'on dit, nous, dans la double démocratie. En même temps que l'Europe progresse, elle détruit véritablement la capacité du politique de faire société dans chacune des nations. Et c'est ça qui est le danger principal, à mon avis. Alors, qu'est-ce qu'amène là-dedans la monnaie? En effet, elle amène quelque chose qui a un potentiel. Alors ça, il faut comprendre, évidemment. Si vous êtes un économiste néoclassique, vous n'y comprenez évidemment rien, puisque la monnaie est supposée être une marchandise à être neutre. Alors évidemment, si c'est ça, il n'y a même pas besoin de monnaie. Pourquoi on en a fait une, etc. Évidemment, la monnaie, ce n'est pas ça du tout. C'est une institution fondamentale de la société, puisque par nature, la monnaie fait appartenance. Posez-vous la question, pourquoi je demande de la monnaie? Pour une seule raison. Vous demandez la monnaie parce que vous pensez que les autres vont l'accepter et vont la demander autant que vous. Et qu'elle vous permettra d'entrer dans la société par le processus du paiement. La monnaie est un système de paiement, et qui est une institution qui doit être légitimée.
Ce qui veut dire qu'en introduisant l'euro, on introduit quelque chose de totalement nouveau. Mais ce totalement nouveau, en même temps qu'on l'a introduit, on a cherché à tout prix à le neutraliser. Ça a été le traité de Maastricht. Le traité de Maastricht, ce qu'il fait, c'est, disons, réduire totalement le rôle de la Banque centrale européenne à une activité qui est totalement mécanique. Hein. Un seul objectif, le taux d'inflation, un seul instrument, le taux d'intérêt. Mais ce qui a fait voler ça en éclats et qui fait finalement progresser les choses, c'est la crise. La grande crise a obligé la Banque centrale, même si elle l'a fait avec retard, à, disons, affirmer son existence d'institution fondamentale. Elle l'a fait à travers son... et donc, c'est quoi cette institution fondamentale qui est irréductible, que personne ne peut empêcher? Ça s'appelle le prêteur en dernier ressort. C'est-à-dire que la Banque centrale est la seule entité capable de définir un actif ultime qui est reconnu par tous. Et elle l'a fait. Elle l'a fait. Et à ce moment-là, en effet, ceci permet déjà une espèce de conscience commune monétaire. La monnaie peut faire lien social. Elle fait lien social. C'est sa nature profonde. Hein. La monnaie fait lien social. Et donc, en Europe, elle le fait. Mais c'est un lien social qui est limité forcément à un domaine. Il manque le politique. Hein. C'est-à-dire que cette capacité d'avoir une entité monétaire disons, qui crée une identité européenne, en effet, c'est une identité très partielle dès lors que l'identité politique n'est pas l'autre contrepartie de la chose. Hein. Voilà, je voudrais en rester là, ici, pour cette premier élément, simplement, si vous voulez, c'est de dire qu'avec ça, on est dans une contradiction, et c'est ce qu'on a appelé l'incomplétude de l'Europe. Très bien, merci. Vous avez très justement parlé d'une dichotomie entre l'économie et le social. Et justement, maintenant, si on se penche un peu sur les réformes, les mesures à adopter pour faire en sorte que, si l'économie ne fera sûrement jamais totalement l'identité, l'économie puisse être malgré tout en partie vecteur d'identité. Donc, quelles modifications pour cela? Je voudrais en effet m'insérer sur cette question et répondre à la vision que mes deux collègues ici ont développée. Premièrement, il y a un point sur lequel je crois que nous sommes tous d'accord, c'est que s'il existe quelque chose où on peut encore parler d'identité européenne, c'est d'avoir créé un marché intérieur et d'avoir créé une monnaie commune. Ça, ce sont les acquis, à mes yeux, fondamentaux. La monnaie, notamment pour les raisons qui ont été indiquées à la fois par Michel et par Pascal, c'est un élément essentiel. Ça veut déjà dire une chose, c'est que l'Europe, sur le plan économique, l'essentiel de son devenir, c'est ce qui va se passer dans la zone euro et dans les pays de l'euro, pas les autres. Deuxièmement, je voudrais revenir un peu à la vision qu'ils ont fait. Je suis d'accord avec eux, c'est-à-dire qu'il y a des valeurs européennes qui sont des valeurs qui, quand on les voit de l'extérieur, sont extraordinairement attrayantes et qui ne relèvent pas de l'économie. Mais ce que je me demande, c'est si on ne va pas aller vers un monde dans lequel il fera bon de vivre dans une Europe qui sera économiquement de plus en plus dépassée, de plus en plus en décadence par rapport à ce que feront les autres pays. Je crois que c'est ça la véritable question. Je vais citer juste un exemple et je m'arrêterai là. Regardons sur un point essentiel à mes yeux la question du traitement des données personnelles des individus, c'est-à-dire la réglementation. Quand vous avez des données personnelles, est-ce que n'importe qui va pouvoir les utiliser ou est-ce qu'au contraire, vous avez des droits en tant qu'individu sur les données que vous générez? C'est très caractéristique. Vous avez aujourd'hui deux approches. L'approche américaine me paraissant entre les deux. Une approche européenne que j'appellerais d'abord et avant tout fondée sur une vision éthique. C'est-à-dire que c'est l'individu et sa protection qui est à la base de la pensée européenne. Et vous avez une pensée chinoise dans laquelle la protection de l'individu est totalement négligée. Simplement, ce que nous voyons, c'est que d'un point de vue technologique, par l'utilisation des données, ce que ça permet de faire pour, par exemple, les millions de Chinois qui aujourd'hui paient toutes leurs transactions par leur téléphone, alors que nous en sommes encore au chèque, au cash et à la carte bleue, complètement dépassés quand vous regardez ça de la Chine. Nous sommes de plus en plus en voie de diminution de notre influence, de notre capacité d'inventer, de notre créativité.
Donc, est-ce que nous allons, et c'est ça ma conclusion, est-ce que l'Europe que vous définissez n'est pas une Europe sympathique pour y vivre, mais une Europe qui sera véritablement éliminée de ce qui va compter sur le plan économique mondial? Brève réaction à vous deux, d'ailleurs. Parce qu'aussi étrange que ça puisse paraître, vous avez quelque chose en commun qu'à mon avis, il faut dévoiler pour, en tout cas dans mon cas, le questionner. Vous avez tous les deux en commun une hypothèse qui est que l'Union européenne, ça consiste à faire un État à la place des États qui constituent l'Union européenne. Quand tu dis que le droit européen s'impose partout et que par conséquent il nie, il détruit les réalités juridiques nationales, ça n'est pas exact. Le droit européen n'intervient que dans les domaines où l'Union européenne apporte quelque chose que les États individuellement ne sont plus capables d'apporter. C'est le grand principe de la subsidiarité. L'Union européenne ne s'occupe pas du droit des familles. L'Union européenne ne s'occupe pas du droit des successions. L'Union européenne ne s'occupe pas de tas d'éléments qui sont des éléments de normes juridiques dans nos systèmes nationaux, qui, il est vrai, eux, à la différence de l'Europe, ont été constitués par des principes d'unification, en général d'ailleurs, avec des fusils, des bottes et des couteaux, parce que c'est comme ça que ça s'est passé dans la plupart de nos États membres, où cette unification d'ordre juridique, étatique, s'est faite par la force. La grande différence de l'Union européenne, c'est que d'abord, ça n'est pas un État. Et là-dessus, Jean-Louis dit « Oh là là, il n'y a pas d'État, donc on est nul. » Non, je ne veux pas dire qu'il y a une inefficacité du système. Oui, enfin, oui, tu aimerais bien que ça ressemble... Il y a un État. Je rêverais que la conjonction sympathique des efforts de tous amène à quelque chose. Toi, tu rêves. Je rajoute évidemment ce que tu me reproches, c'est qu'en plus les institutions amènent un frein au lieu d'amener une dynamique. Bon, c'est ce point sur lequel je ne suis pas d'accord. Toi, tu rêves d'une Europe qui serait une grande France, un grand État, une grande République, dans laquelle tout le monde... Bon. Donc je crois que je vous provoque un peu, c'est normal dans ce genre de discussion. Je crois que nous ne sommes pas en train de faire un État européen comme on a fait des États nationaux. On est en train de faire un morceau d'État européen là où on a besoin d'un État européen. Mais on n'a pas besoin d'un État européen dans des tas de domaines. Ce concert dans les cantines, ça n'a rien à voir avec l'Europe. La manière dont on organise les transports en commun, ça n'a rien à voir dans une ville ou dans une région. Bien. On est en train de superposer à des espaces politiques et étatiques nationaux un autre espace dans des domaines comme, effectivement, le marché intérieur, en partie l'environnement, de plus en plus un certain nombre de normes. Et l'exemple que tu as pris, Jean-Louis, est excellent. Le fameux RGPD, là, ce fameux règlement sur la propriété des données, il est en train de devenir la norme mondiale. Il est en train de devenir la norme mondiale. Il est en train de devenir la norme de référence dans le monde. Tu as raison de dire qu'il y a 3 systèmes de réglementation de la propriété des données dans le monde. Il y a le système chinois, où il n'y a pas de propriété des données et où l'État doit avoir en permanence accès à toutes les données d'un individu, au point d'ailleurs, comme vous le savez, de le noter maintenant, et de calibrer l'accès de cet individu à un certain nombre de services publics ou de dignités publiques avec sa notation qui est faite par un algorithme qui regarde toutes les données qui sont disponibles. C'est assez effrayant quand on y pense. Et puis, de l'autre côté, effectivement, il y a le système américain où les données sont des marchandises. La donnée, ça se vend, ça s'achète. On connaît tous ce fameux algorithme que si vous ne payez pas, c'est vous qui êtes la marchandise. Et puis entre les deux, vous avez ce système européen. Les Européens viennent de signer avec les Japonais un accord dit de libre-échange, un accord qui régente les échanges commerciaux de biens et de services entre les deux. Les Japonais, à cette occasion,
ont adopté le standard européen. Il y a tout un tas d'entreprises en Californie qui, d'ores et déjà, adoptent ce standard, qui est plus contraignant que le standard américain, parce qu'ils se disent que finalement, c'est là que ça se terminera. Donc, je reviens un instant sur ce que disait Jean-Louis. Je suis entièrement d'accord avec son fond de tableau géopolitique. Hein. On est, depuis 20 ans, on ne le savait pas très bien, pour les 30 ans qui viennent, et Trump nous permet de le voir, hein, il nous révèle une réalité qui est la rivalité géopolitique thucydidienne entre les États-Unis et la Chine. Donc ça, c'est vrai que c'est le fond de tableau, et c'est vrai qu'à l'intérieur de ça, la question, c'est de savoir s'il reste une place pour la civilisation européenne entre l'hyper-individualisme, l'hyper-capitalisme américain et l'hyper-collectivisme chinois, même s'il est matiné de capitalisme. Et ça, c'est la grande question existentielle. Alors, si on veut répondre à votre question, où est l'identité européenne sur le plan historique, elle est là. Elle est que nous sommes une civilisation, comme l'a dit Michel Aglietta, et que la question qui se pose, c'est de savoir si dans 20 ou 30 ans, cette option sera encore disponible sur cette planète. Et ça ne se fera pas, effectivement, je suis d'accord avec Jean-Louis sur ce point, ça ne se fera pas juste parce que les Européens ont des attitudes sympathiques. Ce qui fait notre caractéristique, cette fameuse économie sociale de marché avec des systèmes sociaux, avec de la culture, ça coûte. Qu'est-ce qui distingue l'Europe vue de la Lune? C'est le fait que nous redistribuons 45% de ce que nous produisons. Hein, il y a quelques années, le chiffre n'est plus tout à fait vrai maintenant, enfin Michel me corrigera, l'Europe dépensait 50% des dépenses de sécurité sociale dans le monde pour 7% de la population. C'est ça notre identité. C'est ça qui explique pourquoi les autres disent c'est là qui fait le moins mauvais vivre. Simplement, moi je suis persuadé qu'à moins de quelque part entre 1,5 et 2% de croissance, compte tenu de nos perspectives démographiques, notre modèle il ne tient pas. L'enjeu à venir, c'est de savoir si on peut soutenir, au sens sustainable anglais du terme, si on peut soutenir ce modèle civilisationnel, et ça suppose de monter le niveau de croissance qui nous est promis pour l'instant, qui est de l'ordre de 1 à 1,5%, à au moins 2%, parce que sinon, le débat politique sur la redistribution, quand la croissance est trop faible, se coince. Et donc je pense qu'il faut regarder ça aussi dans l'avenir. Et l'identité européenne n'est pas tellement une affaire de passé, contrairement aux identités nationales qui sont nourries de récits historiques, de combats, d'images, de drapeaux, de chants, etc. Quand je suis arrivé avec Delors, en 85 à Bruxelles, à l'époque, on a créé l'hymne européen, on a créé le drapeau européen. On s'est trompé. On a pensé qu'en créant un drapeau européen ou un hymne européen, on allait créer une identité européenne. C'est faux. C'est l'inverse qui est vrai. Un drapeau ou un hymne, c'est le résultat d'un sentiment d'appartenance. Ça l'exprime, ça le rappelle, ça l'incarne, ça le répète dans les écoles, dans les cérémonies publiques. C'est la reconnaissance d'une appartenance, mais ce n'est pas ça qui fabrique l'appartenance. Moi, je crois que les choses font plus mal que ce que l'on croit. C'est-à-dire, l'Europe a pu a mené la logique qu'il a menée, dont on a parlé tout à l'heure, que parce qu'elle était dans un ordre global, mondial, stable. Cet ordre était sous la dépendance, mais c'était une dépendance qui nous paraissait bénéfique, et qui était bénéfique, hein, d'un ordre qui était construit après la guerre par les États-Unis et qui a été continué jusqu'à récemment. Nous vivons dans une dégradation géopolitique énorme, énorme. Et cette dégradation géopolitique, et le point crucial, catastrophique, hein, évidemment, c'est qu'il est induit directement, volontairement, systématiquement par la puissance dominante. Et ça, c'est extrêmement grave. À la fois, je vous prends les trois domaines, ce n'est pas des petits domaines. Hein. Solidarité de défense dans l'OTAN est mise en cause par le gouvernement américain.
multilatéralisme des échanges a déjà été supprimé, il a déjà été supprimé en Asie, disons, dans le Pacifique. Il est complètement transformé, mais d'une manière, disons, de domination directe des États-Unis sur le Canada et le Mexique. Et puis, le plus important, le plus grave, l'engagement, évidemment, de l'accord de Paris, qui est quand même le problème le plus grave de ce siècle, quoi. Peut-être le comprendre, que le problème le plus grave de ce siècle, c'est un bien public global qui s'appelle la capacité de maintenir la civilisation en contrôlant suffisamment, et vous voulez, en maîtrisant suffisamment le changement climatique. Donc tout doit aller vers ça. Tout le processus de croissance doit être lié à ça. Et il doit être lié entre la possibilité de transformer totalement le rapport que le capitalisme a aujourd'hui avec l'environnement et qui vient de la révolution industrielle et qui est une destruction systématique de l'environnement. Puisque le capitalisme en a tiré une rente formidable, étant donné qu'il n'a jamais eu le prix. Il n'y a jamais eu de prix. Et vous voyez ce qui se passe demain sur le prix du carbone. Donc voilà où est le principal problème, en fait. Et c'est un problème géopolitique qui ne peut être, mais qui est en même temps différencié, mais qui, en ce qui concerne l'Europe, ne peut être traité qu'à un niveau global européen, pour des raisons essentielles. C'est que c'est ce qu'on appelle, et c'est pour ça, c'est là-dedans qu'il faut aller, quel est le concept qui nous permettrait d'avancer vers quelque chose qui puisse parler d'identité européenne. C'est d'agir en commun, c'est une Europe de projet, c'est de faire des choses sur le futur. C'est ce qu'on appelle produire une valeur ajoutée européenne. Je rappelle ce que c'est sur le plan en théorique. Une valeur ajoutée européenne, c'est le résultat d'investissements qui produisent une valeur ajoutée qui est meilleure pour chacun des pays que si chacun essayait de le faire séparément. Là, vous trouvez le sens d'une intégration. Vous trouvez le sens de la possibilité d'une identité. Et donc, on voit, il faudrait avancer dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on en voit depuis le début des années 80 ? Et c'est pour ceux qui seraient intéressés, je veux juste vous dire que nous venons de sortir un rapport pour la Caisse des dépôts, un très gros rapport sur le régime de croissance, la transformation du régime de croissance, son évolution de longue période, etc. Qu'est-ce qu'on constate ? Que le rapport des investissements publics dans la zone euro, rapporté au PIB de la zone euro, a baissé de 50% depuis les années 80. Baissé de 50%. Ce n'est pas par hasard si un pont s'est effondré à Gênes. Mais les infrastructures allemandes, alors que les entreprises allemandes sont gonflées de cash, les infrastructures allemandes sont aussi dégradées que les infrastructures italiennes. Et il pourra se passer quelque chose du même style en Allemagne. En Allemagne. Donc, ce qui ne va pas en Europe quand même. Eh bien, ça veut dire que le régime de croissance doit absolument être transformé dans le sens, en effet, d'une reprise de l'investissement, mais pas n'importe lequel. Il faut une stratégie liée véritablement à cette notion de croissance inclusive et soutenable. Et donc, ça veut dire, en fait, je n'ai pas le temps de le dire là maintenant, mais si on pose des questions, on le dit, le plan Juncker est une bonne chose, c'est le début de quelque chose. Le plan Juncker doit être profondément transformé, et pour véritablement faire en sorte que la finance puisse entrer dans le processus, il faut profondément remettre en cause le type de globalisation financière que nous avons aujourd'hui, avec ce rôle des marchés de capitaux, alors que qu'est-ce que c'est que financer une croissance dans laquelle vous avez essentiellement des biens communs? Ça veut dire qu'il y a des externalités, qu'il y a des effets de réseau, il y a tout un ensemble de choses que la marché ne peut pas gérer. Et par conséquent, le secteur public doit être à la pointe de fabriquer une stratégie industrielle pour aller vers ce type de transformation de régime de croissance. Alors, si on fait ça, à mon avis, les individus, les Européens reconnaîtront que, en effet, c'est intéressant de voter pour le Parlement européen, parce que pour faire ça, il faut un budget. Il faut un budget de garantie. Nous avons calculé que le budget, qui est aujourd'hui de 1% du PIB, devrait passer à 3%, grosso modo. C'est pas un budget fédéral. Hein. Budget fédéral, ça serait 20% du PIB. Passer à 3% et un budget d'investissement, de garantie de programme d'investissement. Et exclusivement ça.
produisant des obligations européennes, en effet, mais uniquement sur ces questions et pas du tout sur des transferts. Hein. Je ne dis pas qu'il faut faire des transferts que l'Allemagne ne veut pas faire. Je dis que l'Allemagne, comme les autres, gagneront à une valeur ajoutée européenne. À mon avis, c'est ça qui permettra, en effet, d'aller dans le sens d'une identité. D'accord, très bien, merci. Peut-être une dernière question. Donc vous avez l'air de vous accorder tous les trois sur le fait que c'est par des projets communs menés ensemble que l'Europe pourra créer une réelle identité commune. Dès lors, la crise économique récente, notamment la crise des dettes souveraines en 2010, a pu être incarnée comme le symbole de la désunion, du manque de solidarité des pays constituant l'Europe. Dès lors, on peut se demander si cette crise, sa gestion, sa résolution ont tous entraîné un affaiblissement de l'identité européenne ou au contraire ont relancé le débat de cette identité par de nouveaux projets, de nouvelles initiatives communes. Je crois que la question de la création d'une valeur ajoutée européenne, même si on n'a pas réussi à définir sur quoi elle pouvait s'appliquer, est évidemment une notion à suivre. Moi, je voudrais revenir sur un point, si vous me permettez, qui est au cœur de notre débat et que nous n'avons pas véritablement encore abordé. Et j'avoue pour ma part que c'est quelque chose sur lequel, à l'expérience et au contact notamment de Chinois, sur lequel j'ai changé d'avis. Est-ce que oui ou non, nous croyons qu'il existe des valeurs, notamment éthiques, de comportement, qui sont des valeurs universelles? Je crois que cette notion existe implicitement entre Europe, États-Unis, je mettrai Amérique latine, et que ces valeurs, au fond, quand on les regarde, sont des valeurs issues de valeurs chrétiennes, si je puis dire, hybridées des Lumières, ce qu'on appelait le mouvement des Lumières, et que ceci sont les valeurs occidentales. Je crois que la Chine a des valeurs totalement différentes. Je crois que si vous regardez que la Chine est d'abord et avant tout imprégnée de confucianisme, c'est-à-dire d'une doctrine, et je vais la simplifier à l'extrême, suivant laquelle on obéit au chef, je dirais presque passivement, et le chef doit s'occuper de vous, c'est-à-dire il y a un aller-retour qui est véritablement un aller-retour de discipline ou d'acceptation de l'État, du rôle de l'État d'une certaine façon. Pourquoi? Parce que l'État aussi doit s'occuper de votre développement. Et quand on lit les théories, y compris théoriques de Xi Jinping sur le fait de vouloir créer une nation qui est une nation dans laquelle on vit bien avec un certain état d'esprit, enfin c'est intéressant à lire parce qu'il a écrit des choses quand même théoriques que l'on lit assez peu en Europe là-dessus, mais c'est intéressant à lire. Moi, je crois qu'on est véritablement désormais dans une planète, et notamment entre la planète occidentale, appelons-la comme ça, et la planète chinoise, dans lequel le fond du sujet, c'est que les valeurs fondamentales sont différentes. Et à partir du moment où il y a tout cela, des choses qui apparaissent inacceptables par notre vision occidentale et parfaitement acceptées dans le monde chinois. Alors, je ferai deux remarques. La première remarque, c'est que quand vous êtes dans les gens qui ont beaucoup voyagé, appelons-les les classes supérieures chinoises ou les classes moyennes supérieures, c'est vrai qu'il y a une certaine de tentation des valeurs occidentales. Mais quand vous êtes au terrain, il n'y a pas, par rapport à ce qui nous paraissent aujourd'hui des violations des droits de l'homme, entre guillemets, ou même des droits du citoyen, avec ce que Pascal a décrit à juste titre, sur la constitution de fichiers, sur l'observation dans les rues, etc., il n'y a aucune révolte des classes populaires. Il faut bien voir que Xi Jinping est un type qui n'est pas aimé par les classes supérieures, mais qui est absolument vénéré par les classes populaires chinoises actuelles. Et il n'y a pas de révolte des jeunes Chinois. Si vous avez des amis jeunes Chinois de votre génération, il n'y a pas de révolte vis-à-vis du système chinois. Donc je me demande si nous ne sommes pas désormais, à cause de cela, avec la coexistence, espérons-le, pacifique, de deux systèmes radicalement différents à cause de leurs valeurs fondamentales. Et bien sûr, nous pouvons développer l'Europe, essayer de faire cela, mais les contraintes que nous mettrons à nous-mêmes ensuite posent cette question de est-ce que dans le système des valeurs occidentales, nous n'allons pas être dépassés dans toute une série de domaines? Est-ce que notre système sympathique, parce que nous serons dépassés économiquement et que nous n'aurons plus la croissance nécessaire, ne va pas, lui, pour les raisons qu'a indiqué Pascal, voler en éclats? Donc en un mot, c'est est-ce que les valeurs telles que
occidentales telles que nous les mettons en œuvre en Europe nous permettent le maintien du système. Et à l'inverse, je crois qu'il est faux de croire que par nature même, le système chinois, parce que nous avons de la peine à le comprendre et parce qu'il nous paraît extraordinairement totalitaire, pour simplifier, je ne crois pas pour ma part qu'il va voler en éclats demain matin. Je dis un mot de ça, mais d'abord je réponds à votre question. Sous le contrôle de Michel Aglietta, qui est un économiste beaucoup plus profond. Moi, je suis un praticien, je suis un plombier. Lui, c'est un architecte qui pense les choses pour de bon. La crise des années 2008 et suivantes, qui a été importée des États-Unis, pour des raisons que Michel connaît bien, parce que le système américain était mal régulé. D'ailleurs, la meilleure preuve que c'était le système américain qui était mal régulé, c'est que l'économie américaine et l'économie canadienne sont totalement ouvertes l'une à l'autre. D'un côté de la frontière, ça a été la cata intégrale. De l'autre côté de la frontière, ça n'a pas bougé. Tout simplement parce que les autorités de contrôle des marchés financiers, des banques au Canada, faisaient leur boulot sérieusement, alors que les autorités américaines ne l'ont pas fait sérieusement. Alors, une fois qu'on a dit ça, on a donné l'explication, ça ne nous a pas empêché d'être complètement contaminés, parce que la globalisation, s'il y a un endroit où elle est encore plus forte qu'ailleurs, c'est dans la finance. Cette crise a révélé en Europe les défauts du compromis de Maastricht. Et je suis bien placé pour le savoir, parce que, et Michel le sait, ce qu'avait proposé Delors dans le fameux rapport Delors, c'était une union économique et monétaire. Monétaire et économique. Alors, elle n'était pas autant économique que monétaire, mais elle était quand même pas mal économique. Or, pour des raisons purement politiques, les diplomates et les chefs d'État et de gouvernement, eux, ils ont pris ce qui leur coûtait rien sur le plan politique, c'est-à-dire fusionner les banques centrales dont ils avaient déjà reconnu l'indépendance dans les décennies précédentes. Ça leur coûtait rien. Ils abandonnaient rien du tout. Ils verticalisaient quelque chose qui avait été horizontalisé. Par contre, s'il s'agissait de coordonner les politiques économiques, de faire davantage de budget européen, de faire davantage de fiscalité, ça non. Et donc on a fait ce que Delors à l'époque a dit, hein, une union bancale, très monétaire et pas très économique. Et comme Delors l'a souvent dit avec son sens des images, boiter quand on marche, c'est pas un problème. Boiter quand on court, on se casse la gueule. Et c'est ce qui s'est passé au moment de la crise, parce que là, il a fallu courir. Et c'est à ce moment-là qu'il a fallu revenir de fait sur, par exemple, le fait qu'on avait écrit dans le traité de Maastricht, noir sur blanc, que la Banque centrale ne serait jamais le prêteur de dernier ressort. C'était écrit dans Maastricht, le no bail-out. Il a fallu s'asseoir dessus, ce qui, pour ceux d'entre vous qui sont allemands ou qui connaissent la culture allemande, c'est quand même un sacré retour en arrière. Donc, et depuis, on a en principe commencé à remédier à ce déséquilibre qui est là. Mais on n'a pas fini de remédier, et l'Union européenne n'est pas encore assez économique pour ce qu'elle est monétaire. Or, en matière monétaire, il n'y a pas 36 solutions. Une monnaie, elle est unique, un taux d'intérêt, il est unique. Vous ne pouvez pas avoir une monnaie commune, on a essayé ça, hein, qui cohabite avec les monnaies nationales. On ne peut pas avoir une monnaie unique avec des taux d'intérêt différents. Bon. Sur ce que disait Michel sur les biens communs, je suis entièrement d'accord. La bonne approche de l'avenir ou d'interprétation de ce qui a marché par rapport à ce qui n'a pas marché dans l'intégration européenne, c'est cette idée que l'Union européenne apporte des biens communs que les États individuellement n'apportent pas ou apportent insuffisamment ou mal. Je ne crois pas, contrairement à lui, que ça suffise à créer un sentiment d'appartenance. Je crois qu'il faut plus que ça. Il y a une barrière anthropologique entre l'appartenance nationale et l'appartenance européenne. Et elle s'explique en grande partie par le fait que ce que les non-européens voient d'identité européenne est moins fort que ce qu'ils voient d'identité nationale. Ils voient d'identité nationale. Ils disent les Français sont coureurs, les Allemands sont emmerdants, les Italiens sont rigolos, tout ça, des trucs comme ça. Ça se trouve partout, ils le voient.
Nous, c'est l'inverse. Nous, on voit d'abord nos différences. On est éduqués dans le culte de nos différences. D'ailleurs, si vous mesurez l'expression, la conscience, le narratif de différence sur une carte de l'Europe, pour chacun des pays, vous allez voir que ce dont les gens se sentent le plus différents, c'est leurs voisins les plus immédiats. Ce qui est assez paradoxal, finalement. Hein. Eh bien, ça s'explique parce que les Européens sont éduqués dans le culte de leurs différences. Et pour accéder à leur semblance, ils ont beaucoup plus de mal que les autres parce qu'il faut surmonter ces différences. Et surmonter ces différences, c'est compliqué parce qu'il faut les comprendre. Si vous voulez. Pourquoi Saint-Nicolas, d'un côté de la frontière, c'est l'ami des enfants et de l'autre côté, c'est l'ennemi des enfants? Pourquoi les Allemands célèbrent leur anniversaire de manière aussi pompeuse à partir de 60 ans? Mystère. Pourquoi les Italiens vont au foot avec leurs copains et les Espagnols avec leur famille et absolument pas l'inverse? Ça, c'est des choses qui sont très importantes dans le chemin à l'identité européenne. Dernier point sur Confucius, tu as tout à fait raison. La Déclaration des droits de l'homme est un produit dont on vient de célébrer le 70e anniversaire, est un produit de la pensée occidentale. Et c'est vrai que Confucius n'était pas dans ce pot idéologique. Il y a quelque chose de commun, néanmoins, à la philosophie des Lumières et à Confucius, c'est que tu as raison de dire que Confucius dit qu'il faut suivre le bon chef, mais parce que le bon chef doit faire le bonheur de son peuple. Mais Confucius dit aussi qu'il faut se débarrasser du mauvais chef. Selon Confucius, le chef qui ne fait pas le bonheur de son peuple doit être déposé. Et déposer un chef, ça s'appelle soit un changement de majorité, soit une révolution. Donc il y a dans la pensée confucéenne une pensée politique de l'alternance. Donc je pense qu'il ne faut pas complètement nier le fait qu'il y a des zones de concordance entre des philosophies qui, effectivement, sont tout à fait différentes, à commencer, par exemple, par, à mon avis, la différence essentielle dans la pensée chinoise, qui est la pensée du temps. Hein, nous, on pense qu'il y a un début, une fin, le monde a été créé, il y a une apocalypse, enfin tout ce qu'il y a dans la pensée biblique, chrétienne, dans les religions occidentales. Pour un Chinois moyen, le temps ne commence pas et ne finit pas. Il est plat, il est permanent. Il n'y a pas un début et une fin. Réfléchissez-y chacun d'entre vous. Dites-vous à quoi ressemblerait ma vie, ma famille, mon monde si le temps n'avait ni début ni fin. Vous allez voir, ça suppose un sacré effort d'imagination. Et nous sommes dans un monde où il va falloir le faire, cet effort d'imagination. Jusqu'à présent, on était assez bien protégé de cet effort d'imagination parce que le monde était cloisonné. Hein. Il va falloir y penser sérieusement. J'ajouterais, juste avant de donner la parole, que l'alternance existe, mais les procédures de désignation de l'alternance chinoise par le biais relativement complexe des décisions du comité central du Parti communiste chinois sont assez éloignées de la démocratie, mais il y a alternance. Xi Jinping, pour regagner le pouvoir, a fait l'objet d'un combat pour l'alternance. C'est indiscutable. En France, il n'y a sans doute que le Crédit Agricole qui ressemble à peu près aux mêmes procédures. Non, je voudrais revenir à des choses précises. Qu'est-ce que c'est que valeur ajoutée européenne? Prenons un exemple concret de politique possible. Vous savez que ce qu'il faut faire, c'est développer les énergies renouvelables et sortir du pétrole et sortir du charbon, évidemment. Quelle est la meilleure manière de développer l'énergie solaire, qui est une des énergies importantes parmi les énergies renouvelables? Je pense que n'importe qui saura que ce qui est le plus efficace, c'est d'investir en Grèce, de faire en Grèce des investissements d'industrie solaire, et pas sur les bords de la Baltique. Or, c'est exactement l'inverse qui se passe aujourd'hui. L'Allemagne mène une politique unilatérale et fait du solaire sur les bords de la Baltique. Donc, évidemment, valeur ajoutée européenne n'est pas possible. D'autre part, si on investit en Grèce, plutôt que de leur redonner sans arrêt de la dette
pour renouveler l'ancienne dette qui arrive à échéance et que de toute manière ils ne peuvent pas rembourser, et donc mettre la Grèce en dépendance perpétuelle, il est clair que si on y investit et qu'on leur permet de faire de la valeur ajoutée, c'est déjà positif. Mais attention, pour que ça soit efficace pour l'Europe, il faut mener une politique énergétique commune. C'est-à-dire qu'il faut être capable de déplacer de l'électricité, donc créer un réseau de distribution électrique à très grande puissance pour ce qu'il a dans toute l'Europe avec un minimum de pertes en ligne, et qui soit, bien entendu, pour maîtriser l'intermittence, qui soit ce qu'on appelle un réseau intelligent, smart grid, un réseau intelligent de distribution d'électricité. Ce qui injecte massivement de l'intelligence artificielle, bien entendu, dans le processus de l'énergie. Et donc permet de relier le développement de nouvelles technologies numériques par rapport à la politique énergétique. Quand vous faites ça, vous avez une valeur ajoutée européenne. Et vous remettez évidemment les peuples en rapport les uns avec les autres, c'est évident. Car vous réduisez les problèmes de la Grèce et en même temps, vous bénéficiez aux autres pays avec une forme d'énergie propre très efficace. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Créer une stratégie industrielle systématique, prenant en compte ce qui fait lien entre nous en Europe, et produire, c'est quelque chose pour produire, il ne s'agit pas de faire des discours, produire véritablement un changement du régime de croissance, parce qu'on va le faire dans d'autres industries, etc. Bon. Et là, je peux donner encore plein d'exemples sur le fait comment transformer le régime de croissance. Mais si vous allez sur le site de la Caisse des dépôts et que vous y regardez, puisqu'il est en ligne, le rapport qu'on vient de sortir en octobre, vous trouverez, disons, les logiques de valeur ajoutée européenne. Merci. On va devoir rapidement passer aux questions du public. Bonjour. Donc je m'appelle Hugo Berthaud, donc je suis étudiant ici à l'ESCP. Et donc j'aimerais revenir sur un des points que vous avez développé. Et justement, c'était sur donc, ce que vous avez appelé donc, le débat sur le chef. Et justement, je pense que ça rejoint beaucoup de points qui ont été abordés, notamment par exemple au niveau institutionnel. Vous avez dit justement que donc, il se posait la question de l'identité européenne, mais aussi de la part donc, de nos interlocuteurs internationaux. Et justement, si aujourd'hui, ils regardent l'Europe à travers un ensemble d'identités plutôt qu'à travers une identité commune, est-ce que ce n'est pas lié au fait que justement, nous sommes incapables de leur proposer un interlocuteur unique, je dirais. Aujourd'hui, même les Européens sont incapables de nommer finalement un seul chef, et alors que cette notion du chef se retrouve dans de nombreuses cultures. Je dirais, est-ce qu'il n'y a pas plusieurs voix et justement une certaine discorde à ce niveau-là? Est-ce que ce n'est pas lié justement à une multiplicité des institutions et à un manque de visibilité à ce niveau-là? Merci. Une deuxième, ou on peut répondre peut-être rapidement ou alors rapidement à celle-là. Moi, la question de l'homme unique, oui. Ce qui me gêne le plus aujourd'hui, c'est que j'ai quand même vécu une époque où il y a une dizaine d'années, quand il y avait quand même des débats notamment franco-allemands, il y avait quand même une volonté d'arriver à quelque chose de commun. Ce qui m'inquiète, c'est peut-être pas parce qu'aujourd'hui, entre le président Macron et Madame Merkel, il y a encore des choses qui se font, mais quand vous voyez la campagne actuelle pour la succession de Madame Merkel, dans laquelle les gens disent clairement la politique que nous devons mener, c'est d'abord de penser aux intérêts de l'Allemagne, je suis assez inquiet de voir que quand même le maillon le plus solide économiquement européen, c'est-à-dire l'Allemagne, me semble-t-il aujourd'hui, pense beaucoup plus à un destin totalement individuel plutôt qu'un destin européen. Alors j'aimerais me tromper. Je pense que c'est à la racine de l'interlocuteur unique, parce que c'est interlocuteur unique ou politiques uniques. Il faudra d'abord qu'elle soit franco-allemande, et puis après,
On verra pour le reste. Dieu merci, les Anglais étant dehors. J'aimerais quand même savoir l'opinion de nos deux interlocuteurs sur le fait de savoir si vous trouvez que ça se rapproche ou que ça s'écarte aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est une très mauvaise affaire que la sortie des Britanniques. Je suis contre le Brexit. J'ai fait campagne pour le Remain. Je trouve que ça va leur coûter bonbon. Et si ça leur coûte bonbon à 100, nous, ça nous coûte bonbon à 15. Bon, donc, c'est pas... Retirer un œuf d'une omelette, c'est bon ni pour l'omelette ni pour l'œuf, en gros. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit. C'est pas ce qu'on... Sauf si ça permet une gouvernance plus efficace, enfin. Non, oui, mais ça ne va pas. C'est pas les Anglais qui ont été les principales raisons du fait que la gouvernance européenne est compliquée. La question que vous posez est juste. C'est la fameuse question de Kissinger. L'Europe, donnez-moi le numéro de téléphone. Bon, c'est vrai, il y a un problème. Mais ce n'est pas un si grand problème. Dans la plupart des endroits, dans les civilisations occidentales en tout cas, il n'y a pas un seul chef. Il y a souvent un chef symbolique et un chef réel. La reine d'Angleterre, elle est chef. Enfin, elle est chef de rien du tout, mais elle est investie d'un pouvoir symbolique très fort, en termes d'identité, en termes de référence. Alors, ce n'est pas elle qu'on appelle s'il y a une guerre, mais il y a des tas de moyens d'investir les autorités. Bon, je prends un autre exemple qui est pas... On ne peut pas en faire l'exemple européen, mais vous savez, le gouvernement suisse... La Suisse est une confédération, un peu comme nous d'ailleurs, d'un certain point de vue, un peu comme l'Union européenne. Le gouvernement suisse, il n'a pas un chef. Il a un chef pendant 1 an. Alors ils sont en train de se dire 1 an, ça tourne un peu vite, on pourrait peut-être passer à 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Donc, je ne pense pas que ce soit un problème majeur. C'est un problème d'incarnation. Il faut de l'incarnation, mais ça ne doit pas passer, à mon avis, avant le reste. Et inévitablement, une gouvernance qui s'éloigne de l'individu est une gouvernance qui perd en légitimité et qui donc a besoin d'une certaine forme d'investissement charismatique pour garder son autorité. Et ça, c'est un problème, encore une fois, d'anthropologie très compliqué. Il n'y a pas de chef dans le monde. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr que ce soit une perspective qu'il faille cultiver. Moi, en effet, je ne crois absolument pas à ces histoires de chef, veut dire. Ou en tout cas, pour moi, le chef dans une démocratie, c'est le Parlement. Et son instrument s'appelle le budget. Ce dont l'Europe est privée, c'est exactement de ça, d'un budget de nature politique capable de relancer une orientation de croissance qui soit une orientation inclusive et soutenable. Et un vrai Parlement qui joue ce rôle, pour ce qui est de faire de la valeur ajoutée européenne, tout en laissant complètement les responsabilités des souverainetés nationales pour tout ce qui n'est pas de l'ordre de la valeur ajoutée européenne. Et c'est ça la notion de double démocratie. Et voilà où est le chef. Je veux dire, le Parlement européen n'est pas un Parlement, il est totalement croupion et tout le monde le sait. Ce n'est pas par hasard. En effet, si l'élection européenne est une élection qui n'intéresse pas les citoyens savent qu'il ne sert à rien. Et il ne sert à rien parce que le budget est un budget, et on sait pourquoi il ne sert à rien. Le budget est un budget à, si vous voulez, valeur ajoutée nulle, par définition. Chacun y met de l'argent en espérant retrouver exactement la même chose. Et donc c'est un jeu d'épicier, véritablement, la manière dont les gouvernements se comportent par rapport au budget européen. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un budget qui ait des ressources propres suffisantes pour pouvoir mener une politique au niveau européen avec un exécutif, évidemment. Mais l'exécutif est dépendant du Parlement. C'est le Parlement, encore une fois, le véritable chef. Ce n'est pas l'exécutif, dans une démocratie, que je sache. Et donc, en Europe, c'est ça qui manque, c'est ce lien entre un Parlement et un budget jouant un rôle bien spécifique. Créer de la valeur qui ne peut pas être créé par aucun des pays. C'est quand même assez clair et précis. Alors pour une fois, je ne suis pas d'accord avec Michel Aglietta. Enfin, ça devait arriver à un moment pour que le débat prenne du sens. Non, je ne suis pas d'accord parce que le Parlement européen est un vrai Parlement,
Il ne l'était pas il y a 30 ou 40 ans. Il l'est devenu petit à petit. Le système européen est un système fédéral, même si les diplomates français n'aiment pas ce mot, dans lequel il y a un quasi-gouvernement qui s'appelle la Commission, il y a un Sénat des États membres qui s'appelle le Conseil des ministres et le Conseil européen, et il y a une Chambre des députés qui s'appelle le Parlement européen. Simplement, comme dans toutes les histoires de tous les systèmes parlementaires, la Chambre haute a commencé par avoir plus de pouvoir que la Chambre basse. Bon. Et petit à petit, la Chambre basse grignote les pouvoirs de la Chambre haute. C'est ce qui s'est passé. Et le budget est un instrument important de ce grignotage. Et là, je suis d'accord avec toi pour dire que 1% du PIB, c'est pas assez, même si on ne peut pas comparer le 1% du PIB aux 20% des nationaux. On ne paye pas d'infirmières, on ne paye pas d'enseignants, on ne paye pas de piou-piou, on ne paye pas d'armée, on ne paye pas de police. Donc, il faut retirer de tous ces chiffres tout un tas d'éléments qui font qu'on ne peut pas comparer en pourcentage du PIB le poids réel du budget national et le poids réel du budget européen. Mais le Parlement européen a de plus en plus de pouvoir. Les législations européennes ne peuvent plus maintenant être adoptées seulement par le Conseil des ministres sur proposition de la Commission. Le Parlement européen a le pouvoir de virer le gouvernement. Je sais, moi j'ai appartenu à une commission qui a succédé à une commission qui avait été virée par le Parlement, qui était la commission présidée par M. Santer. Hein ? Il a viré le gouvernement européen, le quasi-gouvernement européen, qui est la Commission européenne. Donc, on n'est pas dans l'état d'une démocratie parlementaire nationale, mais on s'en rapproche petit à petit. C'est-à-dire, si les élections européennes vous intéressent, allez sur le site de l'Institut Jacques Delors. Après tout, Michel fait de la pub pour le site de la Caisse des dépôts, donc il n'y a pas de raison pour que je ne fasse pas de la pub pour le site de l'Institut Jacques Delors, et vous allez trouver une série de notes récentes, toutes fort intéressantes, dont une sur à quoi va ressembler l'hémicycle 2019, et justement comment le prochain président de la Commission européenne va être élu. Parce que ton Parlement croupion, il a quand même un pouvoir qui est d'investir ou non le prochain président de la Commission européenne, et le prochain collège des commissaires, et le prochain ou la prochaine autre représentante. Donc, il n'est pas si croupion que ça. Mais là, tu fais de l'analyse, disons, institutionnelle. La question, c'est quelle est l'efficacité en termes de faire progresser les niveaux de vie des populations à travers une augmentation de la croissance potentielle et une croissance plus qualitative. Mais c'est ça quand même l'objectif. Et pour cela, il faudrait qu'il ait... Parce que tu me parles, le budget, l'essentiel des ressources du budget, les ressources propres du budget, c'est seulement les droits de douane. Et les droits de douane diminuent parce que, bien entendu, il y a de moins en moins de droits de douane, hein, au fur et à mesure où on progresse, évidemment, dans la libéralisation des échanges. En tout le reste, ce sont des ressources des gouvernements. Les gouvernements peuvent allouer et retirer ces ressources. Donc, il n'a vraiment pas l'indépendance de ces ressources. C'est pour ça que je dis les ressources propres supérieures à celles du droit de douane est essentiel s'il veut mener une politique autonome. Et donc, en particulier, il est clair qu'une taxe carbone doit être au niveau européen, puisque nous avons l'accord de Paris. C'est un accord, disons, où c'est l'Europe entière qui peut le porter. Ce n'est pas la France toute seule qui peut le porter, n'est-ce pas, par rapport au type de problème qu'il faut dépasser. Donc, l'Europe devrait porter l'accord de Paris. Pour cela, il faut évidemment un prix du carbone européen. C'est évident, ça. Et c'est un type de ressource. Si on veut une union des marchés des capitaux, il faut une taxe sur les transactions financières qui soit européenne et identique. La même chose, si on veut véritablement aller dans le sens d'une certaine unification des ressources fiscales, il faut qu'il y ait une harmonisation fiscale au niveau européen. Voilà les véritables politiques qui permettraient au Parlement de jouer véritablement un rôle économique significatif. C'est ça que je veux dire. Je rajouterai une seule chose vis-à-vis de Pascal, parce que j'aime beaucoup la façon dont il reste optimiste vis-à-vis de certains des éléments de l'Europe.
J'ai un peu le sentiment en t'écoutant que de progrès en progrès, sommes arrivés à une entité qui est complètement inefficace. Et donc ça me gêne un peu de voir comment cette somme de progrès du Parlement, de la Commission, de nos trucs, arrive à quelque chose qui est de moins en moins accepté et dont les résultats sont de plus en plus médiocres. Je trouve que tu dois avoir de la peine quand même à défendre cela. Jean-Louis, on arrive à la fin de cette séance. Alors, on va se dire la vérité. Jean-Louis Beffard a été un grand industriel français. Il a présidé aux destinées d'une grande boîte française qui s'appelle Saint-Gobain, qui est formidable champion mondial sur des tas de sujets. Et il se trouve que à son époque, ça a un peu changé depuis, un peu. Saint-Gobain, ça faisait beaucoup dans les tuyaux de fonte. Je ne me trompe pas. Bien. Et il se trouve qu'à un moment de l'histoire de Saint-Gobain et de l'histoire économique européenne, la Commission européenne, ou plus exactement la direction de la concurrence de la Commission européenne, s'est intéressée de très près à ce qui se passait sur le marché des tuyaux de fonte et a trouvé que ça sentait quand même très fort l'entente. Bon. Et évidemment... vous avez tous compris la fin de l'histoire, et donc vous avez tous compris pourquoi Jean-Louis a gardé une petite dent contre les institutions européennes en général, dont il trouve que quand même elle empêche... Allez, elle empêche la constitution de champion européen. Elle n'a jamais empêché Saint-Gobain. Elle a fait son boulot. C'est que vous ne connaissez pas l'histoire véritable. Donc, par conséquent, ça prouve combien on peut être émotionnellement entraîné une assistance par rapport à des fake news. En fait, il est parfaitement exact que Saint-Gobain a été condamné pour d'ailleurs des erreurs qu'elle avait faites. Malheureusement, ce n'est pas dans le tuyau de fonte, parce que là, on avait 95% et on a été béni, si tu veux, y compris par la commission de concurrence française, parce que c'était un problème français. Non, c'est dans le verre automobile. Mais c'est vrai que nous avons été sévèrement condamnés. Mais pensez que ma réflexion personnelle est influencée par les malheurs ponctuels, d'ailleurs qui n'ont pas entamé ce qu'a fait la compagnie de cela vis-à-vis de Bruxelles, ça, c'est pas exact. D'autant plus que je vais te dire, autant je trouve que la personne qui t'a succédé au commerce extérieur, je n'aime pas du tout sa philosophie, autant je trouve qu'en tant que commissaire à la concurrence, on a sans doute la meilleure commissaire que j'ai jamais connue. Donc tu vois que même la commission peut s'améliorer. Voilà. Et ben voilà. Donc Nous sommes d'accord. récuse quand même une fois de plus le fait que les idées que je peux avoir puissent être vues comme une espèce de machin de truc. Sinon, je vais te raconter que toi, c'est parce que tu étais avec Delors que tu es devenu un Européen convaincu. C'est pas faux. C'est pas vrai. On se connaît suffisamment pour pouvoir se dire ça. Très bien, merci. Je pense que la conférence touche à sa fin. Désolée si toutes les questions n'ont pas pu être posées, mais n'hésitez pas. Voilà.